Né en 1951, Hervé de Puytorac est placé à 10 ans dans une école expérimentale freinée. De cette période très marquante de sa vie, il en gardera un goût pour les activités liées à la nature et l'apprentissage du travail collectif. Plus tard, il rentre à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, où il y restera 7 ans. En 1976, il décide un changement total de vie et de statut social. Il achète une des plus hautes fermes du massif du Sancy, à la limite des deux communes de Besse et de Picherande. Il y passera plus de 25 ans avec sa femme et ses 2 enfants. Paradoxalement, bien que très isolé au moins 7 mois par an, il accédera à tous les échelons du syndicalisme agricole, départemental puis national, avec la création de la Confédération paysanne. Il s'engage également dans 2 actes locaux qui lui paraissent d'avenir. L'association La Jonquille, qui regroupe 70 producteurs fermiers, et crée le marché Saint-Joseph dans le quartier de la gare de Clermont-Ferrand, qui existe toujours sur les mêmes bases aujourd'hui. D'autre part, il est élu dans le collège des producteurs au syndicat du Saint-Nectaire et participe très activement pendant 3 ans à la création du cahier des charges de ce fromage. Une de ses plus grandes fiertés est le rôle essentiel qu'il jouera dans la fin des années 80 pour la sauvegarde et le développement de la race de vache ferrandaise, qui était tombée à moins de 200 femelles et qui en possède plus de 1000 aujourd'hui. Sa vie professionnelle change brutalement avec le départ de sa femme, et finalement, en 2005, il donne à ses enfants la ferme d'élevage et l'activité touristique qu'il a créée avec la table paysanne 12 ans auparavant. Partageant sa vie aujourd'hui avec Colette Arveuf, la fille aînée d'un marchand de fromage de Bonne-le-Froid, il conserve une activité agricole avec 2 hectares de vignes, quelques vaches ferrandaises et des petites productions. Ce documentaire l'accompagne sur une matinée. Il commence à l'étable par le soin quotidien de ses vaches, se poursuit par la taille de sa vigne et se termine dans son ancienne ferme où il reçoit un petit groupe de randonneurs venus déjeuner. Bon, il faut pas s'habiller proprement pour s'occuper des bêtes. Parce qu'on se dégueulasse vite alors. Faut pas s'habiller propre, c'est sûr. Alors pour savoir si elles sont pleines, normalement, on les touche comme ça. Là. T'es belle. Tu vois qu'il y a du monde et tu fais la tête. C'est vrai en plus. Elle voit qu'il y a des étrangers et elle fait la gueule. Mais elle se méfie, elles ne savent pas ce qui va se passer. Donc pour voir si elle est pleine, tu fais ça là. Voilà, pauvre veau, il est même gros là. Tu vois, c'est la première fois que je le touche. On sent même ses pattes là. Alors au début qu'elle est pleine, tu pousses comme ça là. Et des fois, au début, tu sens que le contre-coup, le veau qui est plein, tu ne le sens pas quand tu le pousses, tu le sens quand il revient comme ça. Mais là, pauvre, on sent les pattes et tout, on sent, elle est grosse, là, et là, jolie, alors, savoir si elle est pleine. Un gros, qu'est-ce que tu dis, mon gros? Je ne sens pas trop. Et des fois, on les sent mieux que certains jours que d'autres. Normalement, il faut faire les veaux au printemps, traditionnellement, quoi. Celle-là, c'est le cas d'ailleurs. Elles font les veaux au printemps. Elles vont reprendre le taureau, on va dire, assez rapidement après avoir fait les veaux, une fois qu'elles sont dehors. Et on peut les traire à ce moment-là. C'est des vaches, les ferrandaises, c'est des vaches mixtes. C'est des ferrandaises, ça, en fait. Donc ça, c'est des ferrandaises pures. Toutes. Alors, le gros intérêt de cette race, c'est, tu vois, comme on le voit très bien, elle a plusieurs couleurs de robe. Elle peut être noire ou rouge, et elle peut être poudrée comme elle a été belle. Enfin, elle peut même être, tu vois, pommelée même, complètement. Et avec le faux sourcil, le bout du museau et les oreilles toujours noires ou rouges. C'est dominant ce caractère. Le noir domine le rouge et le poudré domine le barret.
Donc ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir un peu toutes les robes, mais c'est une race pure. Normalement, quoi, elle mange rien d'autre que le foin. Ouais, ça leur suffit, quoi. Bon, disons que normalement, une vache comme ça, qui est nourrie qu'avec l'alimentation, donc pas de concentré ou un peu de céréales, quoi, c'est des vaches qui vont produire 10-12 litres de lait par jour, avec un tarissement d'au moins 4 mois, quoi. D'accord. Alors évidemment, par rapport à une vache moderne. Mais il y a des ferrandaises bien alimentées qui peuvent faire 6 000 litres de lait par an. Hein. On en a au contrôle laitier qui font 6 000 litres de lait par an. Mais c'est pas le but ici recherché, quoi. Le but recherché, c'est que ça soit, même si on voulait les traire, on pourrait leur traire un peu de lait, ou on peut même aussi les traire entièrement, enlever les veaux carrément dessous, vendre les veaux, il y en a qui le font, et traire. C'est une bête qui ferait, elle pourrait faire 3500, 4000 litres de lait, même il y en a, même dans les 5, là il y en a qui en feraient plus que ça. Mais tu vois bien, 12 litres de lait par jour. Donc ça veut dire très clairement que chaque fois qu'une bête fait plus, qui est le cas de 99% des vaches du pays, ça veut dire que c'est tout de l'aliment qu'elle mange. C'est quand on dit c'est l'élevage, il faut maintenir l'élevage montagne qui se nourrit avec le foin d'ici, ça c'est pas vrai du tout, c'est tous des menteurs. Puisqu'en réalité, alors qu'en plus cette année, l'aliment a beaucoup augmenté parce que les céréales sont très chères, alors du coup ils mettent dans l'aliment n'importe quoi. Hein. Jamais ça a été... c'est contre nature finalement de faire donner du lait plus que ce qu'elle pourrait donner en mangeant ce qu'elle mange, quoi. Et le lait alors, vous le vendez à combien, par exemple? Alors, le lait, après, de toute façon, personne ne le ramasserait. Il y a le camion du laitier qui passe tous les matins. Je pense qu'il n'a pas passé, là qu'il est déjà passé, comme on a un peu tard ce matin, où il a dû passer. De toute façon, personne nous achèterait le lait. Ah ouais. Parce qu'on n'est pas assez gros. Pour un camion, faudrait qu'il y ait... ça fait déjà longtemps qu'on ramasse plus le lait des petits élevages, quoi. Alors par contre, on peut faire le fromage. D'abord, en plus, de toute façon, on n'aurait pas le droit parce qu'on n'a pas de quota laitier. Faut avoir pour... C'est incroyable, effectivement. Si les anciens avaient vu ça, ils seraient fous d'ailleurs. Qu'avec tes vaches, ta propriété, tes vaches, en payant tes impôts, tu n'as même pas le droit de vendre ta production, c'est-à-dire le fruit de ton travail. C'est les quotas. On n'a pas de quotas, nous, donc normalement, on n'a pas le droit. Donc c'est réglé. Il n'y a pas le droit de faire du lait. Comment ça marche le quota? Alors les quotas, ça a été, on ne pouvait pas faire plus injuste. C'est rare d'ailleurs de voir. On a pris en 83 la production qu'on faisait, et ceux qui avaient une production, eh bien, on leur a donné le droit de continuer de faire cette production, diminuer d'une petite quantité qui allait à ce qu'on appelait la réserve nationale. Mais aujourd'hui, un élevage, un jeune, ou toi ou moi, n'importe qui récupère ses grands-parents, par exemple, une petite propriété de 10-12 hectares, il achète des vaches, il a le droit d'acheter des vaches, il a le droit, en les faisant piquer de la DSV, ils disent oui, là, vous êtes bien en règle au point de vue sanitaire. Par contre, eh bien, il n'aura pas le droit de vendre sa production laitière. Il peut faire du fromage pour lui, c'est tout, mais il n'a pas le droit de le vendre. Voilà. C'est fou ça. Et parce qu'il est reconnu quand même comme en tant qu'exploitant agricole. Il a... oui, il a... C'est-à-dire, c'est les primes, c'est le principe des primes. Oui, je comprends bien. Ouais. C'est que les quotas laitiers, alors, ça a été soi-disant pour maintenir le prix du lait. Que si on avait laissé filer la production... Alors, évidemment, de voir ça, c'est une hérésie. On peut dire, mais quel est l'intérêt d'entretenir des vaches? Tu ne gagnes pas ta vie avec, tu le fais quand même. Alors, après, tu vends la viande. Nous, ça laisse un petit bénéfice quand même, faut pas, heureusement d'ailleurs, sinon on ne le ferait pas, on n'est pas des idéalistes, on travaille bien par passion de notre métier, pour sauver cette race, mais aussi on travaille quand même pour gagner notre vie. Bon, alors avoir de la viande pour la maison, avoir du lait pour la maison, c'est sûr,
Mais les vaches laissent un petit bénéfice, bien qu'on ne touche pas les primes, parce que les primes pour les veaux, je t'ai parlé du lait, mais les veaux c'est pareil. Les broutards, les vaches allaitantes, si on estime que c'est une vache allaitante, elle a droit à une prime. Mais nous, on n'y a pas droit, bien sûr. N'ont droit que ceux qui, effectivement, avaient de leurs parents... On est dans un système d'avant la Révolution. On est comme sous l'Ancien Régime. N'ont droit de produire que ceux qui avaient déjà produit. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont foutu la merde sur le marché, en produisant trop, à qui on va donner une rente de situation. C'est bien clair, ça. Ah, ouais. Ça, c'est bien clair. Alors, évidemment, la vraie raison, c'est que l'idée fixe des politiques et de tous est de maintenir une alimentation à petit prix pour que les gens qui ne sont pas à la campagne puissent effectivement avoir une alimentation qui reste à prix 15% en moyenne des Français, en comptant même la restauration collective. Voilà. Donc, ah mais voilà pourquoi il est... Qu'est-ce qui se passe là? C'est le taureau qui bat la vache, d'accord. Ah mais je comprends pourquoi il y avait une ficelle. Alors je vais lui donner son fouet tout de suite à lui. D'accord. Ah mais il m'a trouvé de faire ça là. Ah mais c'est bien. Vous comprenez pas. Ah mais d'accord. Ça va le calmer. Je dis bon. Là. Oui, mais heureusement que la séparation. Alors. Il n'avait pas trouvé de faire ça là. Alors, Anthony me téléphone hier et il me dit mais le taureau il a une ficelle, mais ça doit être Marcel qui a dû lui mettre quelque chose pour pas qu'il fasse ça. Dans l'esprit de certaines personnes, par exemple pour être en bio, il ne faut pas que les vaches peuvent être attachées, mais elles doivent pouvoir être lâchées 1 ou 2 fois par semaine. Ouais. Parce que les gens ont l'impression d'être attachés, quoi. C'est de la maltraitance. Bien que si elles sont libres. Mais regarde, quand tu vois ce taureau qui, parce qu'il d'un seul coup, il vient de découvrir qu'il peut battre la voisine, tu imagines s'ils étaient en liberté, les plus forts ont vite fait de fracasser les plus faibles. Hein. Donc on est obligé, c'est là qu'on est obligé de leur couper les cornes. Ou de faire des systèmes de logettes où elles peuvent se coucher à l'abri. Ça vit combien une irlandaise, à peu près? 20 ans, c'est déjà vieux. C'est très vieux même. Mais moi j'en ai eu une dans le passé qui avait 27 ans, au dire des voisins. Putain. Ce qui est exceptionnel, quoi. Elles peuvent avoir combien de veaux un peu? Eh bien tu calcules, elles ont leur premier veau à 3 ans, puisque c'est une race très tardive, la ferrandaise. Elle continue sa croissance jusqu'à 6-7 ans. Tu vois bien, alors une vache qui va vivre, on va dire en moyenne 15 ans, c'est déjà beaucoup. C'est une vache qui va faire une douzaine de veaux dans sa carrière, normalement. Toute ma vie, moi j'avais la ferme maintenant, la maison maintenant à l'écurie, à la ferme là-haut, donc... Sous le bois, ouais. Sous le bois, voilà. Donc, normalement, quoi, la ferme est normale, quoi. Tout est attenant, quoi. L'écurie, les packages, mais enfin bon. Mais bon, il faut 1 heure, quoi, si on veut être tranquille. Si je suis pressé, 1 demi-heure. Oui, ça dépend ce que tu as à faire après. Voilà, si je suis pressé, il faut 1 demi-heure. Tiens, pousse-toi, Snoop. Alors évidemment, du fumier comme ça, c'est du très très bon fumier. On laisse décomposer 1 an.
Ça sert à quoi? À fertiliser la terre après, pour les jardins? Voilà. Ah ben, dans les prés déjà. Dans les prés? C'est le principe, les vaches mangent l'herbe, et donc le fumier est mis dans les prés où il y a l'herbe. Donc là c'est pareil quoi, l'utilisation des fumiers au maximum. Donc on met pas d'engrais. La chose sur les terrains acides ou des amendements, mais aucun engrais. Autre que le fumier, quoi. Là, pour tout faire, je pense qu'en s'y tenant vraiment, pour tout faire toute la vigne, en 10 jours, on arrive à la faire. Ben, il faut s'y tenir et puis bon, je dirais pas, faut pas vouloir finir avant de commencer quoi. La vigne c'est très très long. Entre tous les travaux qu'il y a à faire, il doit y avoir 23 ou 24 passages. Entre couper l'herbe ou les traitements, on enlève les membranages, là, ce qui est au pied par exemple, comme là, tu vois, on enlève les repousses au pied pour ne pas épuiser la vigne, ça c'est très important. C'est fait chimiquement maintenant, dans beaucoup d'endroits, bon mais... Donc là, je l'ai fait 2 fois même sur cette vigne. Et qu'est-ce qui peut empêcher une vigne de donner alors? Qu'il y ait trop d'herbe Alors, ce qui limite la production, effectivement, bah, c'est en premier les maladies, quand on traite très peu comme moi. Moi, j'ai perdu 70-80% de la production avec le mildiou, c'est les maladies. Et comment vous faites à ce moment-là alors? Ben, on attend l'année d'après. Et ça va pas revenir? Ça reste pas? Alors, c'est les conditions. Il faudrait, pour bien faire, s'il y a eu beaucoup de mildiou, c'est vrai que c'est bien de faire un traitement d'hiver, par exemple, avec du cuivre. Donc. Disons que c'est vraiment les conditions atmosphériques qui sont déterminantes. Si tu as des étés secs, tu n'as pas de maladie. L'année dernière, ça n'a pas été trop mal. Et puis alors après, bon, bah, c'est les traitements. Il faut faire, moi je fais tout à la main là. Donc c'est vraiment important quoi. Mais bon, la taille, les membranages, les plier après les baguettes, les attacher avec une petite ficelle là. Après, couper l'herbe, faire les traitements, relever. Après, il faut les mettre entre les fils de fer parce que elles poussent sur les côtés. Donc on la remet. Là, il y a encore celle-là, elle est très bien parce qu'il y a 2 fois 2 fils de fer en haut. Donc on les remet dedans. Ça n'en finit pas quoi. Bon, aujourd'hui dans les exploitations viticoles, tout en dehors de la taille, et encore comme je disais tout à l'heure, il y a la prétailleuse, tout est fait mécaniquement quoi. Ou chimiquement. Donc tu vois là par contre ça c'est pas bon du tout. Elle est rentrée. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais la vigne? Ça va faire quand même 13 ou 14 ans maintenant. Et t'as vu un peu donc l'évolution du vin? Ah oui. Alors bon, c'est des productions, surtout quand on fait comme ça, quoi, qui sont très dépendants des conditions atmosphériques. Donc on ne sait jamais à l'avance quoi ce qu'on va avoir. Ouais, et puis on est en Auvergne. Voilà, alors en Auvergne, il y a une réputation de manque de soleil et tout. Bon, évidemment, on n'est pas dans le midi, c'est sûr, mais il y a plus de soleil que certains le croiraient, quoi, l'année. Ce qu'il y a, quoi, c'est pour ça que c'est des cépages précoces qu'il faut, parce que bon, on a des saisons relativement courtes quand même. Je stocke mon vin 2 ans au moins, pour pouvoir, donc il est consommé qu'au bout de 2 ans, enfin de 2 récoltes. Donc on montera au cuvage voir les principes, mais
il est sûr qu'aujourd'hui, économiquement, ça alourdit encore les charges. Aujourd'hui, limiter les traitements en se disant qu'on peut perdre 70% de sa récolte, bon, c'est une chose qu'on ne peut pas se permettre économiquement. Alors que pourtant, ça faisait partie, bon, les bonnes et les mauvaises années, une année bonne, l'autre non, comme dit la chanson Ferrat. Hein. Mais bon, je veux dire, bon, on ne peut pas se permettre économiquement de raisonner de cette façon, mais il n'empêche que, je veux dire, c'est la seule façon d'avoir une production près de la nature. Hein. Puis alors, je vais dire, un vin commercial, c'est un vin qui va toujours avoir un peu les mêmes goûts, les mêmes tendances et tout. Alors, bien sûr que le terroir, il en donne. Mais aujourd'hui, moi, c'est toujours, il est tellement traité et tout ça qu'il a toujours le même goût aujourd'hui. Et justement que là, non, c'est pas le cas. C'est des questions de choix après. Alors après, voilà, c'est une question de stratégie. Alors tu vois, ce qui est comme il est désagréable, par exemple. Donc là, je l'ai arrêté là. Il y a au moins 2 ou 3 ans. Là, voilà la mise. J'ai laissé un courson, mais tu vois, le courson, ça ne lui a pas plu. À la vigne, elle n'a pas poussé le courson, elle a poussé un autre en bas. Eh ben, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, là, par exemple, tu vois. Je ne le sais pas. Alors, il faut vérifier aussi, des fois, que les baguettes ne sont pas cassées au pied, parce que des fois, tu gardes une baguette, et puis tu t'aperçois après, qu'en la relevant, elle n'a pas été bien gaillarde, ou qu'elle est blessée. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. T'as quoi là en fait comme choix de la... Là, si je garde celle-là, elle est très basse déjà, d'ailleurs, et puis elle va peu donner. Donc le choix que j'ai, c'est de garder une par exemple celle-là, coupée comme ça, par exemple. Voilà, et garder celle-là comme mise, avec un courson derrière, par exemple. C'est ce que je vais faire par sécurité. Et puis garder un pour l'année prochaine pour voir comment elle va faire. On ne sait pas toujours ce qu'elle va faire. Hein. On ne connaît pas toujours. Hein. Alors là, voilà. Le temps le dira. Oui, le temps dira, oui, tout à fait, bien sûr. Alors évidemment, ça veut dire que, bon, ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas le dire toujours à l'avance, quoi. On ne peut pas savoir. Alors là, ça va tendance à la monter un peu, mais c'est vrai qu'on n'aimait pas, dans le pays, ici, on n'aimait pas les vignes hautes. J'ai questionné beaucoup les anciens pour savoir donc quelle était la raison. Et tous me disent pas pareil. Ah. Alors, en général, dans les autres pays viticoles, on monte les vignes pour pas qu'elles gèlent. Plus on est loin du sol, parce que j'ai oublié de le dire, mais elles peuvent geler les vignes aussi. On peut perdre toute la récolte. Il y a la grêle aussi, qui est une chose terrible, que j'ai eue une fois et je n'oublierai jamais de ma vie. Donc, l'idée, en réalité, en recoupant ce que m'ont dit les anciens, la vraie raison, c'est le vent chez nous. On peut avoir des coups de vent importants, et en particulier quand elle est sur les cèpes traditionnels, la taille en gobelet, avec un échalas ou 2 échalas. Alors ce qui se passait, c'est que quand il peut y avoir 10 kilos et plus, même de raisin sur ces... Alors le tuteur pouvait casser, et plus la vigne est haute, bien sûr, plus la production est en hauteur, et plus elle peut casser avec le vent. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais tu regardes le paysage? Alors, je dis oui, mais alors les gars ils me disent, mais si tu regardes le paysage, c'est que tu ne travailles pas. Mais en fait, bon, on ne regarde pas toujours le paysage, bien sûr, mais un peu quand même. Ne serait-ce que pour voir si le mauvais temps arrive. Bah oui. Mais c'est vrai que bon, on ne peut pas se permettre d'aller vite, quoi. Bon, alors évidemment, si tu es salarié agricole, que tu es payé dans la vigne, il y a beaucoup de gens qui... Alors évidemment, le gars, il voudrait pas qu'on perde du temps à parler, comme on fait tout de suite, là. Et moi, j'ai toujours connu les anciens, ils ne se jetaient pas, ils ne couraient pas. Hein. C'est pas vrai. Hein. Et d'abord, quand on fait de grosses journées, si moi je fais ça pendant 10 heures toute la journée, là,
je vais dire, le mal au dos le soir. Donc je vais dire, on ne peut pas se permettre de courir quoi, si on veut tenir physiquement déjà. Et ouais. Si on veut tenir physiquement, il faut Faut s'économiser, quoi. il faut faire ce qu'on peut faire, hein. On ne peut pas se jeter. Hein. Puis bon, t'as une production à taille humaine. Oui, mais enfin, je veux dire, à la sortie, c'est sûr que je ne fais pas 35 heures. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Ouais. Mais bon, nous, c'est vrai que je comprends bien qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ne veulent pas faire ça parce qu'ils veulent gagner leur vie normalement, ils ne veulent pas travailler pour rien. Moi, mon temps, je gagne tellement peu ma vie en travaillant que la valeur de mon travail a une très très faible valeur. Hein. Peut-être je sais pas moi, de l'ordre de peut-être 1 ou 2 euros de l'heure. Donc moi c'est différent. Je veux dire, mon travail a très peu de valeur, quoi. Ça c'est objectif, hein, c'est pas Une valeur marchande. marchande, ouais. Car à la sortie, comment on sait ce qu'on a gagné en faisant les comptes à la fin de l'année, en faisant les dépenses qu'on a eues et puis les rentrées qu'on a eues. Alors il est évident qu'une petite exploitation aujourd'hui, elle ne peut pas vivre, hein. Même les gros ne peuvent pas vivre. Et ton vin, après, tu le distribues comment alors? Alors le vin, c'est une production qui a une grosse réglementation. On fait après chaque récolte une déclaration de récolte qui est affichée en mairie au vu et su de tout le monde, puisque c'est obligatoirement public. Hein. Les quantités produites, on ne peut pas les... Et après, donc on fait des ventes et on paye une taxe sur chaque vin vendu, chaque litre ou bouteille vendue. C'est le service des douanes qui est chargé de ça. Je veux dire, tu les vends sur les marchés ou... Alors après, j'ai des clients réguliers qui, effectivement, heureusement que j'ai des clients parce que, alors, donc effectivement, je fais quelques foires l'été, quelques marchés, et puis j'ai des revendeurs aussi. Puis je vais dire, bon, quand on travaille, on pense pas vraiment à ça, quoi. Ouais. Bon, alors, c'est vrai, normalement, on dit que chez les vignerons modernes, dans le coup, il faut passer 60% de sa vente, de son temps de travail à la vente, 30% à la production, et 30% au chai, enfin à la cave pour travailler le vin, et 10% dans les vignes. Moi, je passe 80% dans les vignes, mon temps, 15% à ma cave, ce qui n'est pas assez d'ailleurs, et 5% de mon temps à la vente. Donc, voilà, quoi. C'est ce qu'on appelle un métier passion aussi. Enfin, en tout cas, la manière dont tu l'abordes, Bon, quoi. bah, de toute façon, si on n'aimait pas ça, on ne le ferait pas, mais tous ils te diront ça, de toute façon. Tous ils te diront ça, quoi. Même des fois, ils se mentent à eux-mêmes, de toute façon, les gens. Mais bien sûr que je veux dire, c'est la nature, c'est le goût de la nature, quoi. Tu vois, on a vu les vaches ce matin, là on voit des vignes, et tu vois comme chaque pied a réagi différemment, mais pourtant on peut dire bon c'est qu'une vigne, quoi. Mais moi si un jour j'ai une flambée de mildiou, ben, le soir je vais en être malade, je vais pas dormir de la nuit, quoi. Et ouais. Alors que je dors comme une souche, quoi. Donc bien sûr que alors, le gros intérêt de cette activité, de ce métier, c'est qu'on est en contact avec la nature, complètement. Donc,
on est en direct, si je puis Ouais. dire, avec la nature. Et moi, c'est ça qui me plaît, bien sûr. Parce que c'est la vie, quoi. C'est la vie, tout simplement. La vie. Alors, il y a la vie en laboratoire, peut-être, il y a la vie autrement aussi, mais il y a la vie comme ça aussi. Alors, effectivement, pourquoi il y a pratiquement plus de vignes ici? C'est que les gens ne peuvent plus en vivre. C'est ça le fond de l'affaire. Comme ils ne peuvent plus en vivre, ben, ça disparaît. Et en disparaissant, bien sûr, disparaît le savoir-faire qui allait avec, disparaît toute la façon dont que les gens avaient de vivre, quoi. Eh oui, oui, c'est ça, Bien ouais. sûr. Mais bon, est-ce que c'est gênant que ça disparaisse? Si ça correspond plus aux demandes de la société, c'est pas gênant que ça disparaisse. Alors il y a même des gens qui diront que travailler pour rien, comme je fais, c'est une preuve d'imbécilité. Que maintenant qu'il y a des machines modernes et tout qui peuvent tout faire, pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à travailler à l'ancienne alors que justement le progrès permet de... Ben oui, c'est vrai, bien sûr que ça peut être vrai aussi. Mais le jour où je verrai les machines modernes, moi tout ce que j'ai vu qu'elles ont fait chez nous, c'est vider les campagnes, c'est tout ce que j'ai vu qu'elles ont fait. Hein. Et le jour où moi quand je serai plus là, je ne sais pas si quelqu'un d'autre fera la suite, peut-être quelqu'un comme moi, mais c'est tout. Tout ce système repose uniquement sur le fait qu'il y a des gens qui sont amateurs de produits et qui veulent bien acheter les produits locaux et qui sont amateurs de ces produits typiques, quoi. Et le jour où on n'aura plus de clients, ben, c'est fini, quoi. Tu vois, moi j'ai planté un noyer, tiens, cette année là-bas. Il m'a coûté 60 €. C'est une variété relativement de la belle noix et tout, à coque demi-dure. Bon, ben, il y a très peu de chances qu'à mon âge, je mange les noix de ce noyer. Il y a très peu de chances. Alors, on peut me dire, mais pourquoi tu l'as mis? Ben non, je ne l'ai pas mis pour moi. Moi, je travaille parce que c'est vrai que je trouve de la satisfaction dans mon travail. Ça serait mentir que de dire le contraire. Mais j'ai pas. Mon souci, ça a été justement que les autres derrière moi puissent avoir la possibilité de choisir la vie qu'ils voudront. Parce qu'elle existe, parce que tu auras fait en sorte qu'il y a... Oui, ben, le but, effectivement, vous voyez, il ne produit pas avant 14-15 ans. Alors si on n'en met pas un maintenant, eh ben, dans 14-15 ans, il n'y en aura pas. Alors c'est comme ça qu'il paraît qu'en France, il n'y a pas de chirurgien parce qu'on a arrêté, on a limité le nombre d'étudiants en médecine pendant des années. Et puis, aujourd'hui, un chirurgien, il faut 15 ans pour faire un chirurgien. C'est pas du jour au lendemain, on en manque, on va en faire. Ben non, la nature, c'est une vache, comme on disait tout à l'heure, il faut 3 ans pour qu'elle fasse un veau. Une vigne, elle ne produit pas avant 4 ans, pareil. Un noyer, je te dis, c'est 12-14 ans. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas non plus... les choses, elles ne se décident pas selon la fantaisie. Il y a des rites, quoi. Il y a des rythmes, voilà, et c'est long. C'est long. Alors là, on est à la ferme de Sous-le-Bois, là, c'est au cœur donc du Sancy, c'est la ferme où j'ai passé donc toute ma vie, à peu près, là. On est à 1240 mètres d'altitude, c'est la limite de l'habitat permanent. Et donc, on attend des groupes qui randonnent dans le massif et qui viennent casser la croûte avant de repartir pour rejoindre Superbès. Voilà. Donc là, on a un petit groupe aujourd'hui, ils seront que 7 ou 8. Et tu leur prépares... Alors donc, on va leur faire ce qu'on fait en ce moment tout le temps. Donc là, c'est une soupe de lentilles. Donc, on met à cuire du jambon, du bon vieux jambon du pays, de nos cochons, là, avec des lentilles. Et puis après, on crème, tout simplement. On passe au mixeur. Alors en arrivant, on leur fait un petit vin chaud parce que souvent ils ont besoin de se requinquer.
Donc on laisse comme ça sur la cuisinière toute la matinée, il n'y a pratiquement plus d'alcool, mais relevé un peu aux 4 épices. Là au fond derrière, c'est les carottes qu'on met dans la patranque, donc qui est une vieille recette traditionnelle. C'est du pain qui est trempé dans du lait, qui est essoré. Donc C'est ça. voilà, c'est du pain, donc on fait une petite boule de pain trempé dans du lait, très soigneusement essoré. Il faut qu'il soit bien trempé, que le lait ait été partout, et une fois qu'il a été partout, on l'enlève au maximum. Pour faire donc une petite boule par personne. Et après, on va poêler ça donc en mettant dans une grande poêle, avec des carottes, qu'on a vu tout à l'heure, et de la tome fraîche ou du Cantal jaune. Alors ce qui est original, évidemment, c'est que là, j'ai pas de gaz. Donc je fais tout au feu au bois. Donc là donc il ne faut pas oublier de mettre du bois, déjà, sinon. Et puis il faut c'est pas un gaz, on ne le tourne pas comme on veut, quoi. Le bois, il faut donc on a un petit four qui nous permet de faire nos pommes au four, qu'on enfournera tout à l'heure, pas trop tôt parce qu'elles redescendent, pas trop tard sinon elles ne sont pas cuites. Après, comme il y a un côté qui chauffe plus que l'autre, on les tourne. Et puis, mais c'est vrai que c'est assez remarquable de constater qu'on peut arriver. Bon, la cuisinière, elle fait tout, elle chauffe la pièce, elle fait la cuisine. On peut y mettre une toupie d'eau chaude qui permet d'avoir de l'eau chaude en permanence. Et c'est donc très commode, quoi. À condition d'avoir du bon bois, que le maître de maison a du très bon bois de hêtre qui a été bien sec et qui a un bon rendement. Donc le maître de maison, c'est ton fils en fait. Voilà, c'est mon fils, il est là d'ailleurs exceptionnellement. Parce que normalement, il s'enfuit quand on fait la cuisine. Donc là, on a les lits d'origine en fait. Voilà, c'est les lits wagons. Donc, qui sont intégrés dans la pièce, ça permet de coucher au chaud. Donc, avec les enfants, les parents couchent là. Donc, ça fait 40 ans finalement, mais bientôt maintenant qu'il y a des gens qui couchent là. Dans cette pièce. Bon, le principe de la pièce commune, hein, c'est ça, c'est très commode. On est un peu tous les uns sur les autres. Alors après, dans les années 60, c'est ça qu'ils ont voulu. Les jeunes, c'était une des grandes vindications dans les années 60, que les jeunes ne puissent pas habiter, bien sûr, dans cette pièce où tout le monde cohabite et on vit tous ensemble. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est chaud, c'est que tout autour, on a les placards qui ramassent les affaires. Ça permet d'avoir un grand espace libre. Et donc, ça permettait aussi de ne pas transporter les meubles quand on venait en estive ou quand on redescendait l'hiver dans les vallées. Donc on remontait au printemps, on n'avait pas transporté de meubles. En fait, on emmenait juste les vaches, les cochons, les vaches, les veaux, et puis le minimum d'ustensiles. Et là, ce qui est traditionnel aussi, c'est la table. Donc une table typique avec un grand tiroir qu'on appelle la pentière, dans lequel on met le pain et le casse-croûte, quoi, qui est cette grande table comme ça, là. Et les pièces donc, qui sont autour de la pièce à vivre, c'était... Alors après, en général, il y a une souillarde, qui est un endroit qui n'est pas chauffé, où on garde les affaires. Et à gauche, directement attenant, là, donc c'est les tables. Donc ça permettait d'aller à l'étable sans avoir à sortir dehors, d'aller voir une vache qui va véler, de surveiller une bête qui est malade, sans avoir effectivement à sortir dehors, bien sûr, quand il fait mauvais. Donc tout est attenant, il y avait la grange et au-dessus de l'étable, et la maison d'habitation en général était du côté nord. Ah, c'est resté en l'état en fait. Oui, c'était très peu modifié. Donc toi, tu avais des chèvres ici. Donc on avait justement modifié un peu cette partie, donc où les crèches qui sont sur les bords, où les vaches étaient attachées sur les côtés, on a remis les crèches au milieu de façon à faire un petit couloir d'alimentation centrale. On avait donc les chèvres de là.
Et au fond, après, en 86, on a agrandi pour mettre les vaches et fait cette étable qui est au bout, là-bas. Et donc, finalement, ça fait un grand bâtiment tout en longueur, tout était abrité. Et au bout de fait, il y a le poulailler. D'accord, donc c'était une ferme autonome. Ah ben, normalement, donc on fait le foin l'été, tout ce qu'il faut pour passer l'hiver qui dure 7 mois ici. Et puis donc, après l'été, les bêtes mangent dehors. Et puis bon, on fait un petit jardin pour nous. Mais c'est vrai que bon, normalement, on avait très peu d'achats extérieurs en réalité dans cette exploitation. Exploitation traditionnelle. Donc le jardin. Alors, jardin, les cochons, la volaille, lapin, poule, les œufs pour la maison. Et toi, tu faisais gîte en plus? Alors après, il y a une quinzaine d'années, là, ces 15 dernières années, on a reçu donc des gens qui venaient manger l'été. On appelait ça la table paysanne. Et donc, qui a quand même bien aidé les choses. Et maintenant, il y a une nouvelle page qui se tourne, puisque bon, mon fils a vendu son petit commerce, est venu, comme vous venez de le voir, avec ses enfants. Et donc, il a pris des bêtes en estive cet été, mais bon, il faut lui demander ce qu'il compte faire de son héritage. Et moi, je fais... Voilà. Ça fait plaisir parce que d'habitude c'est toujours la course, on a toujours peur d'être en retard. Mais là, pour une fois, ce ne sera pas le cas. Non mais ça aurait été les autres groupes de l'autre fois, là ça aurait été super. Comme le samedi, là, la ouais, sauce, comme samedi et tout, c'était déjà super. Mais là, non, c'est pas. je suis très méfiant. Parce que alors ils auront pris la neige, la pluie, le vent d'un nez. Oui, il n'y a pas trop de Tout beau peut temps. être possible. Et pas, ça peut les avoir mis de très mauvaises humeurs. Ça veut dire qu'en fait, en 20 ans, tout a changé, quoi. Pas dans le sens de l'humanité, hein, en tout cas. Non, ça c'est sûr. Hein. C'est l'argent roi, quoi, sans doute. Ben, je sais pas, mais... Ah, c'est de la tome. Oui, moi, on peut dire que dans ma génération, moi qui suis un peu à la fin de ma vie, eh ben, j'ai vu une sacrée évolution. Alors je dis pas qu'autrefois tout était beau, hein. Ça je dis pas Ouais, ça. ça, Alors là, je ne veux pas tomber dans ce travers non plus. Hein. Mais il ne s'agit pas de... Il faut reconnaître une chose, hein. C'est quand même vraiment, les rapports humains étaient autre chose qu'aujourd'hui. Ça s'arrange pas. Et en plus, quoi, si t'as pas d'argent, t'es pris pour un con. Même si t'es 10 fois plus cultivé ou t'as plus de connaissances. Là. Non, autrefois, quelqu'un qui n'avait pas d'argent, mais qui était de bon service, quand on pouvait aller trouver, c'était jamais, il était respecté. Après, c'est une chose que la société est devenue très individualiste en réalité. Très individualiste. On est bien obligé de reconnaître aussi que cette évolution, donc cette aisance qui est gagnée par tout le monde, a favorisé l'individualiste, chacun pensant qu'il n'a pas besoin des autres. Hein. Et en pensant à se sauver lui si ça va mal, plutôt que... Ah, vous entendez pas? Bonjour. Ah. Ça va? Oui. Ça va alors? Ça va bien et vous? On n'a pas eu de mort? Non, on va pas laisser les Venez. Oula. C'est vrai qu'à la campagne, on n'aime pas trop les échos. Il faut dire franchement, c'est souvent des gens, les écolos, c'est déjà à Paris, dans les... Ouais. Donc des fois, quoi, ça n'a pas toujours été compris dans les campagnes. Mais ils n'ont peut-être pas toujours eu les représentants qu'il fallait pour l'expliquer dans nos campagnes. En Suisse, par exemple, 70%. La politique agricole, c'est que 70% de la production, ou 60% de la production, doit provenir du pays. C'est-à-dire, comme la Suisse a une politique en cas de conflit, qu'elle veut pouvoir rester neutre et indépendante, elle a décidé, c'est une décision politique, et ils ont décidé que 60% devaient provenir, ils devaient être capables, en cas de conflit, de pouvoir produire 60% de ce qu'ils ont besoin de consommer.
C'est une idée qui pourrait être très intéressante. Ouais. Tu relancerais la production locale et la consommation locale par des tas de mesures très rapidement, en réalité, si on le voulait vraiment. On pourrait le faire très rapidement. Non, il y a beaucoup de possibilités, en réalité. C'est pas condamné, c'est... Produire local, c'est écolo, hein, Oui. sans que ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'abattoir à Clermont-Ferrand. L'abattoir a fermé. On a été avec Anton, un des derniers à amener un taureau, le jour où ça fermait. Parce qu'il y a des normes et tout. Et puis c'est la rentabilité, finalement, elle s'applique à tout, aux laiteries, aux abattoirs. Alors moi, ce que je veux bien dire aussi, c'est qu'en réalité, cette discussion, pourquoi elle est très intéressante pour des gens qui ne sont pas dans l'agriculture et pas dans la... Eh bien, parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans l'agriculture ces 50 dernières années, eh ben c'est tout à fait prémonitoire de ce qui va se passer dans l'industrie et dans tout le reste de la société. On a vécu avec 30 ou 40 ans d'avance que qui va se vivre dans tout le restant de la société. Et ça, je veux dire, alors évidemment, il y a des choses particulières à chaque région, à chaque système de production, mais ce système-là, qui étrangle les petits, qui fait que les gros sont toujours trop petits, qu'il faut toujours alimenter à l'extérieur et tout, c'est un système qui est en train de gagner toute l'industrie, c'est complètement le cas déjà, et bientôt tout le reste. Donc moi, à mon avis, c'est un des gros intérêts. Si c'était défendre des agriculteurs comme ont disparu les maréchaux ferrants parce qu'il n'y avait plus besoin de chevaux, qu'il y ait des voitures, à mon avis, ça n'aurait aucun intérêt de défendre une profession. Alors, en dehors d'en regarder peut-être quelques-uns pour le plaisir de regarder comme un musée. Ouais. Mais à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est quand on me dit, mais t'as 4 vaches, mais c'est pour ton plaisir que t'as 4 vaches. Ouais. Et moi, ça me révulse qu'on me dise ça. Ça me révulse. J'ai pas 4 vaches pour mon plaisir, j'ai 4 vaches parce que c'est mon travail. Et si je ne peux pas en tenir plus, ben j'en tiens 4. Voilà, je fais ce que je peux. Et je ne vois pas en quoi ça serait quelque chose de condamnable. Je ne le fais pas pour mon plaisir, c'est mon travail, c'est mon job. Comme certains, il y en a qui font le ménage, comme il y a des éducateurs spécialisés ou des infirmières dans les hôpitaux. C'est la même chose, chacun son travail. Mais, je veux dire, je ne fais pas pour m'amuser, ça certainement pas. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être bien répartir effectivement ce qu'on appelle la productivité, les gains de productivité, c'est ça. Bon, alors peut-être que ça n'a pas été fait. C'est même certain que ça n'a pas été fait. Bon, mais moi, je veux dire, c'est vrai que pour des gens comme nous, il est pas... Autrefois, on disait le seigneur, le cerf et le seigneur. Moi, un footballeur qui gagne des millions d'euros dans un mois ou une année, moi, qui ne vienne pas là, je lui rentre dedans, je lui fous un coup de fusil d'abord. Je veux dire, c'est insupportable pour nous de voir des gens comme ça. D'abord, il n'en viendra pas, je ne vois pas ce qu'il viendrait faire là. Et s'il venait, de toute façon, il devrait mieux de se cacher, pas le dire. Mais c'est insupportable, si tu veux. Et c'est pas une question de revanche sociale, c'est pas ça du tout. Moi, de tout temps, il y a eu des gens plus intelligents. Mon fils est plus travailleur que moi, peut-être il est plus intelligent, puisqu'il a bien compris qu'il ne fallait pas travailler pour rien. Mais si tu veux... Il y a toujours eu des injustices. Il y a des gens beaux, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens forts, d'autres qui sont faibles. Donc, je veux dire, ça serait imbécile de ne pas accepter ces choses-là. Il y a des limites. Il y a des limites. Quelqu'un de très travailleur, très intelligent, qui gagne 3 ou 4 fois plus d'argent que moi, s'il a fait des études, on va dire 10 fois plus d'argent que moi, mais quelqu'un qui gagne 1000 fois ou je ne sais pas combien de fois, qu'on ne peut même pas l'imaginer, nous, je veux dire, c'est même pas une question de justice sociale. C'est comment c'est possible. C'est pas possible. On ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas y avoir un système qui permette ça. C'est pas possible. En fait, on s'en fout des paysans. Bien sûr. On s'en fout complètement. Bien sûr. C'est pas quelques... Et puis je veux dire, tant qu'ils auront une attitude corporatiste, les paysans, les ci, les là et tout, c'est pas comme ça. C'est un projet global de société qu'il faut... de savoir comment on vivra demain, dans quelles conditions. Est-ce que... C'est ça le fond de l'affaire en réalité. Et chaque profession, au lieu d'avoir une réaction comme les juges, chaque profession plaide pour lui sans réfléchir sa place réelle dans la société. On a besoin de tout le monde. On a besoin de gens qui prennent des responsabilités, qui s'engagent,
qui engagent, qui prennent des risques Mm. aussi. Et c'est ça, quoi, qui fait la force et tout. Puis moi personnellement, j'ai fait ce choix de métier parce que c'est la vie. Quand tu es en contact avec une bête le matin, quand tu vas la voir, ben elle est peut-être pas comme d'habitude. Elle est peut-être, c'est la vie tout le temps. On est en contact. Les paysans sont des gens qui travaillent la terre, qui sont en contact avec la vie. Moi, je vais te dire quelque chose. Il y a quelques années, dans le petit village de Charère, là, il y a non, peut-être plus de 30 ans, je vais bientôt parler comme un vieux, il y avait 2 frères qui gardaient les vaches encore, dans les sectionnaux, à Charère. Et puis ils avaient remarqué, un peu comme au printemps, quand il y a des petits plis fines comme ça, les vaches délaissaient l'herbe. C'était des vaches emminiardées, comme on dit chez nous, des vaches qui peut-être avaient la gueule fine. Et donc du coup, ils avaient remarqué, ces vieux, quoique... quand ils faisaient cette petite plie comme ça, les vaches ne voulaient plus manger. Ils avaient dit, ils disaient aux voisins, moi je ne sais pas ce qu'elles ont, les vaches, elles ne mangent pas normalement. Et puis il y a un gars qui est passé, mais c'est les pluies acides, hein. Quand il fait star et tout, l'herbe elle n'avait plus le même goût, et les vaches, alors évidemment, ce n'est pas les mêmes vaches qu'aujourd'hui, comme disait Stéphane, hein. Les Montbéliardes qui pissent 30 ou 40 litres de lait par jour, et qui mangeraient n'importe quoi. Ouais. Là non. Mais c'est aussi des veilleurs, les veilleurs de la nature quelque part. Ils ont des capacités d'observation de la nature, des choses qui les entourent. Mmh. Et c'est ça aussi qui est comment on va évaluer financièrement ça, puisqu'on parle que d'argent. Hein. On fait que ça, Oui. on parle que d'argent. C'est tout à fait pénible. Si j'ai souhaité réaliser ce documentaire, c'est parce que malheureusement des personnes comme Hervé se font rares de nos jours. C'est parce qu'il s'agit de transmettre des choses simples mais essentielles comme ce noyer qu'il a planté et dont il ne verra jamais les fruits. C'est aussi parce que le connaissant, je savais qu'il avait des choses à dire. Que loin d'être des cutéreux analphabètes, les petits paysans comme lui ont souvent une réflexion et une manière de voir le monde qui vaut la peine d'être entendue. À leur modeste niveau, les gens comme Hervé ont au moins le mérite de lier la parole aux actes et d'appartenir à une humanité qui n'a rompu ni avec la nature, ni avec la transmission des savoirs, et qui à ce titre ouvre la voie à un avenir viable et enviable.